Sachant qu'en physique, il y a toujours plein de façons différentes d'énoncer les choses. Donc soyez bien conscients de ça. Et le second principe ne déroge pas à la règle. Par exemple, pour tout système isolé, il existe une grandeur qui ne peut qu'augmenter. D'accord? Donc pour tout système isolé, il existe, je suis désolé parce que vu que j'ai des gros feux de tout ça, je ne peux pas non plus vous écrire un roman. Donc je compte sur votre prise de notes. Il existe une grandeur qui ne peut qu'augmenter. Et c'est par définition l'entropie. D'accord? Jusqu'à éventuellement, jusqu'à atteindre son maximum, un maximum, à l'équilibre. OK? Alors ça, c'est un énoncé, c'est vraiment un énoncé de thermodynamique parce que honnêtement, c'est un peu de la magie noire. Hein. On dit OK, bon, super, je vous fais confiance. De la même façon, il y a l'énoncé, autre énoncé, complètement équivalent. C'est l'énoncé dit de Clausius qui date de 1850. Donc vous voyez, on est en pleine thermodynamique, qui dit bah, soit une fonction S, sa variation pour un système isolé est toujours supérieure ou égale à 0. Alors 0 si c'est réversible, hein, vous le savez. Sachant que la différentielle de cette fonction, c'est la quantité d'énergie reçue dans la variation sur T, c'est-à-dire qu'elle est positive si elle est reçue. Okay, c'est un énoncé complètement équivalent et je suis d'accord avec vous, pas forcément beaucoup plus trivial. Bon, je sais calculer cette fonction, sa variation, je peux l'intégrer. Des fois, on me donne la quantité de chaleur, c'est Cp delta T, ce genre de choses. Hein. Et je sais, le second principe me dit, mais sans me l'expliquer, c'est un principe, c'est posé en principe, que cette chose-là, sa variation, pour un système isolé, doit être toujours positive. D'accord? Autre énoncé encore, donc c'est multiforme, il y a un côté multiforme et il y a un côté aussi complètement arbitraire, parce qu'on l'impose ce principe, on ne sait pas d'où ça vient. Hein, les thermodynamiciens n'ont jamais compris l'origine physique concrète de ça. C'est que les formes d'énergie, travail et chaleur ne sont pas équivalentes. Elles ne sont pas équivalentes, sachant qu'on peut transformer du travail en chaleur, mais on ne peut pas transformer un seul flux de chaleur en travail. Okay, donc, autrement dit, si vous avez ici une certaine source, appelons-la chaude, qui cède une quantité de chaleur donc, qui est reçue par le système, lui, d'accord, vous ne pourrez pas produire de travail. D'accord? Donc ça, en fait, ça, pour produire un travail comme ça, c'est impossible. Autre énoncé du second principe. Mais si vous rajoutez, vous arrangez pour qu'il y ait une circulation, qu'il y ait un flux de chaleur, autrement dit, vous rajoutez une source froide, ok? Alors là, ok, vous pouvez. Ça va? Alors, je ne veux pas donner l'impression de casser le second principe, même si personnellement, j'ai toujours trouvé ça très dérangeant et il faut savoir que ça vient du côté il faut savoir que ça vient du fait que c'est un principe. D'accord? C'est pas un postulat. Un postulat en physique, ça pose quelque chose de quasi évident et à partir duquel on peut construire des choses. Mais c'est très concret. Ok? Exemple, la vitesse de la lumière est indépassable, c'est une constante. C'est quelque chose qu'on énonce sur une réalité physique. On aime, on n'aime pas, on n'a pas le choix une fois que c'est vérifié, et puis on part de ça. Là, le principe est pas complètement, est pas intuitif, mais ça n'empêche pas de permettre des prédictions. Hein. En particulier, le rendement, l'expression du rendement de Carnot, que vous connaissez bien, par rapport au petit schéma que j'ai dessiné ici. C'est le rapport, on va prendre des valeurs absolues, hein, entre le travail récupéré et la chaleur consommée, reçue.
Et on montre très facilement, en utilisant cette définition de l'entropie, que c'est 1 moins le rapport des températures. Alors, juste pour rappel, comment vous faites? Vous écrivez que l'énergie totale sur un cycle, enfin sur le système isolé, donc le système isolé, c'est celui-là. L'ensemble de ce truc-là, pour bien comprendre que c'est un système isolé, on met des petites hachures comme ça, c'est la convention. Donc l'ensemble des deux sources et du système ici thermodynamique, la machine à vapeur si vous voulez, du moteur, est isolé. Et quand vous calculez donc la variation de cette énergie totale sur un cycle, c'est 0 et c'est tout ça. L'entropie de l'ensemble du système isolé, c'est supérieur ou égal à 0. Et puis comme c'est réversible, puisque c'est le rendement de Carnot idéal, c'est égal à 0. Et donc, vous pouvez écrire que c'est la somme de ces variations d'entropie, sachant que sur un cycle, le système, c'est nul. Vous avez l'expression des températures, d'accord, reliée aux quantités de chaleur. Donc, vous pouvez remplacer ici tout ça et en déduire l'expression du rendement de Carnot. C'est un rappel, mais c'est simplement pour vous montrer que ce second principe, il marche très bien. Alors, je vais l'appliquer numériquement à un cas que je connais bien. C'est une centrale, pas forcément nucléaire d'ailleurs. Quand vous prenez ici pour température de source froide, le circuit qui permet de refroidir le fluide qui sert à transporter la chaleur du centre d'un réacteur, quel qu'il soit. Donc le circuit en bout de chaîne, c'est la température d'ébullition de l'eau. C'est comme dans les tours réfrigérantes, on voit de la vapeur d'eau parce que la température de la source froide est à 100 degrés Celsius, mettons 400 Kelvin à peu près. Okay, alors que la source chaude, celle qui est au contact de la partie la plus chaude du réacteur, quel qu'il soit, elle est plutôt à 300 degrés Celsius, 600 degrés Kelvin. Donc vous voyez que 1 moins 2 tiers, vous retrouvez bien le rendement d'à peu près 33%. Autrement dit, il y a 1 tiers seulement de l'énergie produite qui est exploitable, et puis les 2 tiers, ce qu'on appelle la chaleur létale, elle est perdue. Okay, et c'est lié aussi à ça. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de compréhension physique de fond. On s'arrête à une échelle, qui est l'échelle macroscopique. On part des principes et on construit tout un attirail de fonctions thermodynamiques et de coefficients, qui relient ces fonctions entre elles. Et puis c'est parti, on fait les calculs, on fait des prédictions, mais finalement sans vraiment comprendre le fond du problème. C'est ce qu'on appelle une approche phénoménologique. Okay, et c'est sans doute ce qui rend, pour beaucoup d'étudiants, la thermodynamique un peu rebutante. Bon, sauf ceux qui adorent les dérivés partiels et les coefficients thermodynamiques, j'en connais pas beaucoup. C'est pour ça aussi que le second principe, en fait, il n'explique pas l'irréversibilité. Travail donne chaleur, mais pas l'inverse. Le second principe se contente d'ériger ça en principe. C'est comme ça, et puis c'est tout. Okay, alors cette façon de dire, de faire, n'a pas plu à un grand physicien qui s'appelait Boltzmann, à la fin du 19e, qui avait vent en plus de, quand même, depuis le temps, on avait fait pas mal de progrès en chimie et on commençait à vraiment se douter de l'existence de structures dans la matière, d'atomes. Donc il s'est dit, qui s'est posé comme challenge de comprendre d'abord l'irréversibilité des processus à l'échelle macroscopique et en particulier, ce qui est une conséquence, en fait, ce qui illustre très bien cette irréversibilité, le fait que un travail va finir par chauffer, de donner de la chaleur. Si vous laissez tomber un objet par terre, il tombe qu'une fois, éventuellement il rebondit un peu, et puis à la fin, toute fin, ce qui reste, c'est un sol un peu plus chaud. Ça, les thermodynamiciens, ils l'avaient constaté. Ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Donc il va se dire, c'est pas possible, il doit y avoir une explication quand même bien concrète à ça. Et il va se dire, ça doit être parce que les atomes existent, et je vais essayer de non seulement comprendre ça qualitativement, mais aussi, en partant de la structure microscopique, de mettre au point quelque chose qui me permettra de faire des prédictions quantitatives. OK ? Alors, bon, je vous ai parlé de quelque chose qui tombe par terre. Nous, en termes d'interprétation microscopique,
Je pense que vous voyez, vous dites oui, c'est évident maintenant, mais la première chose que vous apprenez presque, c'est pas la physique du 19e, celle du 20e. Donc ça vous paraît évident, mais il faut se remettre les choses dans leur contexte. Ça vous paraît évident, vous dites bah oui, le travail, c'est une forme d'énergie bien organisée parce qu'elle est globale sur l'ensemble de la chose qui tombe. Et puis ensuite, en tombant, elle va provoquer un choc entre les constituants élémentaires de cet objet et ceux du sol, communiquer de leur vitesse, et finalement, les atomes du sol qui étaient à température ambiante, ils se retrouvent propulsés à des vitesses supérieures, et donc ça chauffe. Donc ça, c'est parce que vous savez déjà que la chaleur, c'est juste de l'agitation à l'échelle microscopique. Une augmentation, d'autant plus que la chaleur stockée est grande, des vitesses des différents constituants. À l'époque, ce n'était pas évident. Alors, ça, c'est un premier point, mais de là à comprendre l'irréversibilité. Pourquoi le vrai problème que Boltzmann se pose, c'est pourquoi est-ce qu'une fois l'objet posé sur le sol, finalement, toutes les molécules du sol un petit peu plus agitées qu'avant ne contribueraient pas à refournir la quantité d'énergie à l'objet pour que l'objet se remette en l'air, se remette à monter. Est-ce que vous sentez un peu pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est ça, et c'est ça qui explique l'irréversibilité. Si on imagine un très très grand nombre d'atomes, plusieurs moles de béton là, sur le sol, dont chaque molécule ait une vitesse particulière en longueur et en direction, qu'est-ce qui m'empêche de toutes les avoir avec une longueur maximale et vers le haut? Hmm. C'est une configuration possible, et en fait, il n'y en a qu'une de ce type-là, mais il y en a énormément. Quand je dis énormément, c'est astronomique, parce que c'est de l'ordre du nombre de molécules, mais même pire que ça. Et donc, quand vous rapportez cette configuration qui pourrait le faire éventuellement avec toutes les autres, la probabilité est nulle. Pas mathématiquement, mais physiquement, il n'y a aucune chance. D'accord? Donc, on comprend que l'irréversibilité qu'on observe à l'échelle macroscopique, et en particulier l'impossibilité de reconstituer un travail à partir de chaleur qui est désordonnée, ce désordonnement, c'est tout simplement la, 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 la richesse microscopique qui fait que vous avez un très grand nombre de configurations et que finalement, ce que nous, on observe à notre échelle, c'est les configurations les plus probables et l'effet que ces configurations microscopiques les plus probables ont sur les valeurs que nous, on peut mesurer. D'accord? Donc l'effet sur l'objet sur le sol, des configurations les plus probables, c'est en nombre écrasant celles qui vont avoir finalement une contribution sur l'objet à peu près nulle, donc on ne le voit pas bouger. Et la seule qui permettrait de le faire sauter en l'air, elle est noyée dans ce nombre astronomique d'autres configurations microscopiques. Donc, le constat macroscopique, le truc remonte, ça n'apparaît pas, ça ne se manifeste pas, ça n'existe pas. D'accord? Même si il y a une configuration qui permettrait de le faire, les chiffres, les nombres, les probabilités sont absolument contre, et donc ça ne se produit pas. Okay? Pourtant, à l'échelle microscopique, tout est réversible. Quand vous voyez une molécule qui, si vous zoomez sur le sol et que vous voyez des molécules qui se déplacent, vous passez le film à l'envers, ça ne vous choque pas. D'accord? Par contre, à l'échelle macro, si vous passez le film à l'envers avec la masse qui remonte, là, vous dites, ouais, il y a un trucage, c'est passé à l'envers. OK? De l'un microscopique à l'autre macroscopique, c'est la richesse microscopique qui permet de comprendre la différence entre ces deux échelles. D'accord? Il y a une échelle réversible et il y a une échelle irréversible à cause des très grands nombres en présence et des très faibles probabilités associées aux événements qui ne se produisent pas. Donc, approche donc microscopique, celle de la physique statistique, la PhysStat. On ne parle plus de principe, on parle de postulat. C'est-à-dire que maintenant qu'on comprend un peu mieux les choses, on va les énoncer, on va pouvoir les énoncer de façon plus précise qu'un simple principe. Alors, ces postulats,
Je vais mettre à suivre parce que c'est l'objet du chapitre 1. Avant ça, avant de pouvoir énoncer ces postulats, il faut un peu de vocabulaire et il faut se familiariser avec l'approche microscopique. C'est ce qu'on a fait là un petit peu avec les mains, hein, et puis en parlant d'atomes déjà. Mais il y a quand même des choses un petit peu plus précises à énoncer, à commencer par les ordres de grandeur. Autrement dit, se familiariser avec le grand écart qu'il y a entre approche micro, approche macro, et puis se familiariser aussi avec la notion de modèle. Alors, attendez, je perds mes feuilles. Donc, qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce que va être un modèle en physique statistique, en particulier le premier qu'on va voir, celui du TD1. C'est pour ça que je vais adopter celui-là d'emblée. Dans le TD1, en fait, on va travailler avec un morceau d'argent, un métal, et on va s'intéresser à l'ensemble de ces atomes du seul point de vue magnétique. Donc, si je prends un morceau d'argent, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement, parce qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient m'intéresser en physique sur ce morceau-là. C'est le comportement magnétique. Autrement dit, j'aimerais connaître la façon dont se comporte, vous voyez, j'ai mon petit morceau d'argent là, j'aimerais connaître la façon dont se comporte son vecteur aimantation totale, d'accord, en fonction de quoi? D'un champ magnétique extérieur, de la température, etc., etc. Donc, établir ce qu'on appelle l'équation d'état du système, relier l'aimantation, la caractéristique du système, à un champ magnétique, à sa température, à ce genre de choses. Au passage, je vous rappelle que l'énergie magnétique, dans ce cas-là, elle est donnée par le produit scalaire de l'aimantation avec le champ magnétique. Autrement dit, une aimantation, là, comme dimension, c'est des joules par Tesla. Tesla étant l'unité de champ magnétique. Alors ça, c'est bien, mais si je veux faire de la physique statistique, je vais devoir descendre à l'échelle microscopique et donc zoomer, hop, et finalement voir que mon argent, c'est un cristal dans le métal, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'atomes qui sont liés à des positions bien précises. Ici, je vous le représente de façon unidimensionnelle, et que la propriété de chacun de ces atomes qui nous intéresse, nous, du point de vue du magnétisme, c'est ce qu'on appelle le moment magnétique de chaque atome. Donc, un atome, un moment magnétique élémentaire. Un moment magnétique élémentaire. Et ce moment magnétique, normalement, il est de deux sortes. Vous avez un moment magnétique orbital, donc qu'on indique grand L, parce que ça fait penser au moment cinétique, le moment de rotation du ou des électrons autour de l'atome. Sauf que dans ce cas-là, le moment cinétique orbital, il est nul. D'accord? Et un autre moment magnétique, qui est un petit peu la version purement quantique de ce moment cinétique orbital, qui est le moment magnétique de spin. Alors, le moment magnétique de spin, c'est lié à, c'est une analogie classique, lié au mouvement de rotation que peut avoir un électron sur lui-même. Et ça crée aussi un petit moment qui peut prendre que deux valeurs. Alors, je ne vais pas donner la norme, ça sera détaillé dans l'énoncé du TD1, mais c'est soit vers le haut, norme, μs, mais avec un signe plus, c'est-à-dire dans le sens de l'axe Z qu'on choisit arbitrairement. Souvent, on le prend dans le même sens que le champ magnétique B, parce qu'on n'a pas envie de se compliquer la vie. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Deux projections possibles sur notre axe, soit plus μs, soit moins μs. Donc, notre modèle, c'est que à chaque atome, du point de vue du seul magnétisme, qui est le seul problème qu'on veut traiter pour l'instant, on associe un signe, en fait,
est-ce que mon moment magnétique, il est vers le haut, là, par exemple, cela, ou est-ce qu'il est vers le bas? Là, c'est cela. Donc, vous voyez la simplicité désarmante du modèle. Dans toute sa complexité, mon morceau d'argent se ramène à un certain nombre de positions régulièrement espacées. Et sur chaque position, il y a soit une petite flèche rouge vers le haut, soit une petite flèche bleue vers le bas. C'est un modèle, hein, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est la vision qu'on en a pour faire ensuite nos calculs et nos prédictions. Alors, il y a, au-delà de cette notion de modèle, une nécessité importante, c'est de savoir dénombrer aussi. C'est-à-dire que là, j'ai un certain nombre d'atomes. Ce certain nombre est important parce que c'est lui qui va expliquer, qui va contribuer à la richesse du système. Donc il faut savoir faire le genre de petit calcul où on vous dit, bah, au fait, cet argent, il a une certaine densité, une certaine masse volumique, c'est de l'ordre de 10, ouais, 10,5 grammes par centimètre cube, et une certaine masse molaire, hein, c'est de l'ordre de 108 grammes par mole. Combien est-ce que par centimètre cube j'ai de noyaux d'argent? Il suffit de faire le rapport des deux, hein. Donc la densité volumique de noyaux d'argent, d'atomes d'argent ici, donc de petites flèches, c'est le rapport entre les deux. Alors si vous faites le rapport, vous voyez que les grammes se simplifient et j'ai des moles par centimètre cube. Moi, je veux des nombres d'atomes par centimètre cube, donc je multiplie par Avogadro, qui est le nombre de moles par centimètre, qui est le nombre d'atomes par mole. Et voilà, j'ai ordre de grandeur, allez, grosso modo, 10,23. Donc vous voyez que par centimètre cube, j'ai 10 puissance 23 atomes, qui me fait prendre conscience, hein, de ce nombre, il est énorme, on est bien d'accord. On n'est pas loin de 10,24, et 10,24, c'est limite plus que le nombre d'étoiles dans l'univers entier, hein, puisqu'il y a 10-12 galaxies, en gros, et 10-12 étoiles par galaxie. Donc, ça fait largement un milliard de milliards de milliards de milliards d'atomes dans mon petit centimètre cube d'argent. C'est ça qui va expliquer que les configurations qui sont uniques, elles n'ont aucune chance de se manifester. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont vraiment dominer au point en fait, d'imposer leurs caractéristiques moyennes à ce qu'on observe, nous, dans la réalité. D'accord ? Bien, donc ça, les ordres de grandeur, qu'est-ce qu'un modèle important? Je vous ai simplement donné la définition de notre premier modèle, hein, celui du TD1, on en verra d'autres. Vous pouvez ensuite imaginer que, juste comme ça, pour montrer que ce n'est pas forcément si désespérément simple, les atomes vont ensuite être reliés entre eux. Là, si je suis un peu vicieux, je vais dire entre chaque atome, il y a un petit ressort, ok, ou plutôt que d'avoir des ressorts, des liaisons entre les atomes, c'est-à-dire que chaque atome est lié à une position, mais peut s'en écarter avec une certaine liaison, donc avec une petite constante de raideur, si vous voulez, ou l'équivalent quantique, parce que souvent c'est ce qu'on prend à cette échelle. Bref, vous pouvez rajouter des considérations un peu mécaniques, d'autres types. Là, on ne se concentre que sur l'aspect purement magnétique, flèche haut, flèche bas, et c'est tout. Et chaque petite flèche dans un champ magnétique B a une énergie qui dépend, vous voyez, du sens de son vecteur μs. S'il est vers le haut, le produit scalaire est positif et l'énergie est négative. S'il est vers le bas, le signe est inversé. Donc il y a une énergie plus et une énergie moins. OK ? J'en profite pour faire une remarque, tiens, sur quand je dis une énergie négative. Il ne faut pas que ça vous choque. Souvent, du point de vue de l'énergie, on se gênera pas pour faire des changements de variables, de redéfinir le zéro des énergies. Parce qu'en fait, les énergies, c'est toujours en relatif. Et ça, c'est la définition même de l'énergie qu'on dit, elle se conserve, c'est-à-dire qu'elle se conserve et que des formes se changent dans d'autres. Quand dans un problème, vous avez des formes qui ne sont pas impactées par le problème, c'est-à-dire qui restent les mêmes. Ok ? Imaginez par exemple, vous avez un atome qui vibre sur une position. C'est uniquement mécanique, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse, d'accord,
Par contre, l'atome va garder la même masse. Il ne va pas se mettre à subir de réactions nucléaires, ce genre de choses. Donc tout ce qui est énergie de masse, c'est constant. On n'en parle pas. Donc on ne le fait pas intervenir dans l'énergie totale. On s'en fout, ça ne change pas. Okay, et donc on travaille toujours sur la quantité d'énergie dont les composantes changent d'une partie vers l'autre en laissant cette partie globale constante, mais en enlevant toutes celles qui, de toute façon, ne changent pas. Donc, on s'intéresse toujours qu'à une partie de l'énergie. Donc, ça n'a pas de sens de définir un zéro absolu pour les énergies. Et pour la même raison, il n'est pas choquant de dire que des énergies sont négatives ou positives, parce que ce ne sont pas, à proprement parler, des énergies dans l'absolu, ce sont des variations d'énergie. Okay, je reviendrai dessus sur d'autres exemples. Mais je pense que c'est une remarque importante, ce qui fait que l'énergie n'est pas forcément aussi simple qu'elle n'y paraît par rapport à l'entropie. Alors maintenant qu'on a fait ces rappels, enfin ces petites précisions importantes sur les ordres de grandeur, il y en a d'autres qu'on verra au fur et à mesure. On verra des constantes, certaines constantes très grandes comme Avogadro, le nombre d'Avogadro, certaines constantes très petites comme la constante de Boltzmann, qui est une mini-entropie. Et le produit des deux, hein, ça c'est Avogadro, à peu près 6, 10, 23. Ça, c'est la constante de Boltzmann qui vaut à peu près 1,38 10-23 joules par Kelvin. Alors, rappelez-vous la définition de Clausius de l'entropie. Joule par Kelvin, c'est l'unité de l'entropie. Joule par Kelvin. C'est très petit. Et le produit des deux, en fait, vous le connaissez déjà, vous l'avez utilisé plein de fois, c'est la constante des gaz parfaits, qui est de l'ordre de quelques joules par Kelvin. Donc, vous voyez, il y a des ordres de grandeur très grands, très petits. Ça, c'est la richesse de la matière à l'échelle microscopique. Il y a plein d'atomes dans un petit bout de matière. Ça, c'est une constante de base de la physique statistique. C'est une sorte de mini-entropie, hein, la quantité d'entropie de base. Et le produit des deux, un très grand nombre de toutes petites choses, ça donne des valeurs macroscopiques. Rien que dans cet exemple-là que je vous sors comme ça, on retrouve le principe de la physique statistique qui, en multipliant un très grand nombre de choses par des petites propriétés, permet de retrouver la thermodynamique et ses grandeurs macro. Okay. Alors, dernier point de cette intro, avant de prendre une petite pause, très importante, c'est qu'on va définir ce que sont les micro-états. On l'a déjà fait, mais et les macro-états. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans mon exemple sur le magnétisme, là, par définition, un micro-état, c'est la donnée exacte. Donc, je vais écrire la configuration microscopique complète, entièrement détaillée d'un système. Donc, dans l'exemple, c'est la donnée de tous les paramètres microscopiques, de tous les constituants d'un système. C'est typiquement le genre de choses auquel on ne peut pas accéder expérimentalement. Pour mon solide magnétique d'argent, là, je vais me limiter au cas où j'ai 4 atomes, parce que je ne peux pas en dessiner des milliards de milliards. Okay, donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà. Un micro-état, c'est par exemple celui-là. Les 4 ont un moment magnétique de spin vers le haut. Voilà un micro-état. D'accord? Est-ce que j'en ai d'autres qui contribuent à la même valeur d'aimantation totale? Ici, l'aimantation totale, si j'avais que 4 atomes dans mon bout d'argent, là, ça serait 4 mu S. OK? Donc N mu S. Est-ce que j'en ai d'autres qui me permettent ça? Non. D'accord? Donc c'est le seul micro-état qui me donne une valeur macroscopique égale à 4 fois le moment magnétique. D'accord? Un autre micro-état maintenant. Prenez par exemple celui-là, où je vais en avoir toujours 3 vers le haut, mais 1 vers le bas. OK? L'aimantation associée, donc ça c'est un autre micro-état. Un autre micro-état. Et l'aimantation globale associée, ici, elle va être 1 plus 1 plus 1 moins 1, donc 2 mu S. Voilà un autre micro-état tel que 1, 2, 3, moins 1, 2.
D'accord? Et il y en a combien en tout comme ça? Si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 4 en tout. OK? Donc, 4 micro-états pour un seul macro-état. Le macro-état, c'est la donnée c'est un état du système, un état global du système, d'accord? Décrit entièrement par un jeu de données macro. Alors, comme la seule donnée macroscopique ici, c'est l'aimantation totale, si j'impose à l'aimantation totale d'être égale à 2, plus 2, parce que ça peut aussi prendre des valeurs négatives, j'impose le macro-état. Donc, c'est le macro-état, grand M, égale plus 2. Ça va? Et donc, à un macro-état peut correspondre plusieurs micro-états. Alors ici, j'ai que 4 atomes. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de micro-états. Mais si j'ai grand N égale 10 puissance 23, il peut y avoir un très, très, très grand nombre de micro-états différents microscopiquement qui donnent la même valeur macroscopique. OK, donc, la distinction, elle est assez facile. Maintenant, une notion très importante. Quand je vous ai, il y a un petit piège ici. Quand je vous ai dit là, j'ai un micro-état et vous voyez que c'est le seul micro-état associé au macro-état M égale 4. D'accord? Donc ici, ce macro-état M égale 4, a priori, il n'a qu'un micro-état. C'est exceptionnel encore une fois parce qu'on a très peu d'atomes, il n'y en a que 4. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Qu'est-ce que je suppose implicitement quand je dis que là, il n'y a qu'un seul micro-état possible? Et ça, c'est une caractéristique fondamentale de la matière à son échelle la plus petite, euh, qui explique, qui est une forme équivalente de toutes les tranchetés de la mécanique quantique, notamment qu'on a pu vous, chat Schrödinger et autres. Tout ça est lié à la même chose, au même problème. C'est que ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. En fait, c'est la même chose que toutes les répliques que je peux faire en remplaçant un de ces atomes par un autre et en les intervertissant comme ça, mais en gardant le même sens. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle élémentaire, les atomes, tous les constituants, quels qu'ils soient, les atomes et autres, sont indiscernables. C'est ce qu'on appelle l'indiscernabilité d'identité pour la distinguer d'une autre forme de discernabilité ou d'indiscernabilité. Celle-là, elle est toujours vraie, c'est-à-dire que c'est toujours indiscernable d'identité. Toute caractéristique étant égale par ailleurs, il n'y a rien qui ressemble plus à un atome d'argent qu'un autre atome d'argent. D'accord? Donc à partir du moment où ils ont le même moment magnétique, vous ne pouvez pas distinguer, vous ne pouvez pas leur donner des noms, les appeler petit a, petit b, petit c, petit d, d'accord? Bob, Cindy et compagnie. Vous ne pouvez pas les nommer, vous ne pouvez pas faire une petite rayure. Deux voitures neuves, il y en a forcément une qui aura une rayure que l'autre n'a pas, ou parce que c'est des objets macroscopiques. Deux atomes d'argent sont parfaits. D'accord? Ce sont des entités parfaites qu'on ne peut pas distinguer. Et ce faisant, il n'y a qu'un micro-état constitué de 4 atomes avec la flèche en l'air. OK? Et non 4 factoriels. Ça va? 4 possibilités pour ranger celui-là, 3 pour celui qui reste, 2 pour l'autre. Non, il y en a un seul. De la même façon, quand j'ai dit, on a listé les 4 micro-états associés au macro-état de μs. Hein, j'aurais pu mettre de la même façon, ah oui, je vais faire aussi celui-là, ou celui-là il passe là, et celui-là il passe là. Donc, et puis j'aurais pu en trouver combien de différents? 3 factoriels. OK? Et en fait, non, je divise par 3 factoriels ce nombre, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un parce qu'ils sont indiscernables d'identité. Par contre, on est bien d'accord que ce micro-état-là, avec celui qui est en bas, qui est complètement à droite, n'est pas le même que celui-là, parce que ici, celui qui est en bas, il est un peu au milieu. Ce qui explique que ces deux-là soient différents, par contre, c'est une discernabilité de position.
D'accord? Ça, c'est d'identité, c'est lié au caractère parfait des constituants élémentaires. Et encore une fois, c'est ce qui est c'est une expression équivalente de toutes les tranchetés quantiques qui fait que à l'échelle élémentaire, les constituants sont indiscernables. Vous ne pouvez pas faire de rayures, ce genre de choses. Alors que ces deux micro-états sont bien différents de par la position de leurs composants respectifs, parce que ce sont des atomes d'argent qui sont fixés, scotchés sur leur position respective. D'accord? Elle n'est pas toujours vraie, celle-là. On a parfois de l'indiscernabilité de position. Imaginez que l'argent, je le chauffe, je le transforme en gaz, je le vaporise. Vos atomes, ils vont partir dans toutes les directions. Et comme ils sont indiscernables d'identité, il n'y aura plus de discernabilité de position parce qu'ils ne seront plus à une position bien précise. Là, je peux dire, le deuxième en partant de la droite, il a son moment magnétique de spin vers le bas parce qu'ils sont fixés quelque part à une petite vibration près peut-être, mais leur position est clairement établie. Et donc, cette discernabilité de position explique que j'arrive à dénombrer ici 4 micro-états pour ce macro-état 2. Alors, si vous faites le même petit exercice, vous allez trouver un petit histogramme avec les différentes valeurs possibles de M, algébriques, soit positives, soit négatives. Et ici, le nombre, donc c'est autant de macro-états. Une valeur de M égale 1 macro-état. D'accord? Et en ordonnée, le nombre de micro-états par macro-état. On parle aussi, dans ces cas-là, de multiplicité. La multiplicité d'un macro-état, c'est son nombre de micro-états. Donc, vous avez comme valeur possible, on a vu 2, on a vu 4. 4, il n'y en a que 1. Ici, pour n égale 4, il peut en avoir qu'un. Pour 2, il peut en avoir 4. Pour 0, il peut en avoir, alors vérifier, mais moi j'en dénombre 6. Et puis de l'autre côté, en inversé, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Donc 4, 4 et 1. Donc il y a en tout 16 micro-états. Et pour avoir la probabilité d'un macro-état, il suffit, par exemple, quelle est la probabilité de m égale 0, c'est-à-dire la probabilité que finalement l'aimantation de notre morceau de métal soit nulle, c'est tout simplement 6 sur 16. C'est-à-dire oméga du macro-état m égale 0, la multiplicité, la multiplicité on la note souvent oméga. Donc la multiplicité d'une aimantation nulle, c'est-à-dire du macro-état qui m'intéresse, quelle est sa proba, celui-là, sur la multiplicité totale, c'est-à-dire le nombre total de micro-états, 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. Voilà. Donc il y a un état qui domine quand même très largement, c'est celui-là, grand M égale 0. Et vous voyez que la connaissance, le dénombrement de notre système microscopique nous permet d'accéder à ces probabilités. OK? Alors, bien sûr, là, je vous montre le transparent. Bien sûr, il n'y en a pas 4. Il y en a grand N avec grand N qui est un très grand nombre. OK? Et si je cherche la probabilité pour un nombre très grand, ce que je vais établir comme expression, ça va être pour la multiplicité associée à une aimantation donnée. Donc j'essaie de le mettre là, juste au-dessus pour que vous voyez le lien entre ce qu'on a fait nous sur un cas simple et puis un cas un peu plus général. Le oméga pour une configuration donnée, ici j'ai mis m égale 0, mais considérez que c'est n'importe quelle valeur d'aimantation, ça va être ce nombre de combinaisons. Okay? Alors pourquoi? Parce que je cherche le nombre, quand j'écris mon aimantation totale sous cette forme, l'aimantation, ça va être la norme de chaque moment magnétique, multiplié par le nombre de moments qui sont vers le haut, moins le nombre de moments qui sont vers le bas. Okay? Et au passage, je peux aussi écrire que ça, comme j'ai n total qui est égal à n plus moins n moins, mon aimantation totale, là, ça va être aussi mu s fois 2n plus moins grand n.
Hein. J'injecte simplement l'expression de n-, fonction de n et n+, là-dedans. Donc, vous voyez qu'une valeur d'aimantation globale est associée, il y a une bijection, si vous voulez, à une valeur de nombre d'atomes qui ont leur flèche vers le haut. D'accord? Donc, m que je cherche, c'est en fait m de n+. D'accord? Donc, trouver le nombre de microétats qui ont la valeur m revient à trouver le nombre de microétats qui ont la valeur n+, qui donne m associé, puisque m est une fonction directe de n+. Et donc, ça revient tout simplement à chercher le nombre de façons que j'ai de choisir n+, parmi grand N. Et c'est ce nombre de combinaisons. D'accord? Le nombre de combinaisons de n+, parmi grand N. Alors pourquoi c'est un nombre de combinaisons et pas un nombre d'arrangements? Parce qu'il y a indiscernabilité d'identité. C'est-à-dire que, rappelez-vous cet exemple-là, celui-là, voilà, celui-là, je n'ai qu'en un exemplaire. Je n'ai pas à tenir compte aussi du fait que je pourrais mettre celui-là plutôt là et celui-là plutôt là. Je ne peux pas faire la différence entre ces trois-là qui ont leur flèche en haut. Donc, je dois tout diviser par 3 factoriels. Et vous savez qu'un nombre de combinaisons, c'est le nombre d'arrangements divisé par n plus factoriel. Ici, n plus vaut 3. D'accord? Donc, dans le nombre de combinaisons qui est inférieur d'un facteur n plus factoriel au nombre d'arrangements, il y a cette prise en compte de l'indiscernabilité d'identité. Par contre, bien sûr, on tient compte de l'indiscernabilité de position, hein, puisqu'on cherche n plus vers le haut. Donc ici, j'en cherche n plus égale 3. Je ne vais pas considérer ceux qui n'en ont que 2 ou 1 vers le haut. Donc ça, c'est la multiplicité de m que je cherche, c'est-à-dire la multiplicité de n+, puisque une valeur de n+, me donne une valeur de m. Et ça, c'est quoi? C'est la multiplicité totale. C'est-à-dire que pour chaque atome, j'ai à chaque fois 2 possibilités, vers le haut, vers le bas. Donc 2 pour celui-là, 2 pour celui-là, 2 pour celui-là, 2 puissance n. OK? Et cette expression, c'est simplement l'expression généralisée de celle que j'ai établie dans mon cas particulier, n égale 4, mais pour des n qui peuvent être très grands. Et quand n devient très grand, ça tend en fait vers une sorte de gaussienne où toutes les valeurs autres que 0 ont une valeur à peu près nulle. Vous voyez, là, c'est très piqué. Si je fais vraiment tendre n vers Avogadro, à la limite, j'ai plus qu'un seul pic comme ça, infiniment haut, centré en m égale 0. Parce que je n'ai pas imposé de champ magnétique. J'ai juste regardé mon morceau de métal avec les différentes valeurs qu'il peut prendre, mais sans imposer de valeur de champ magnétique. À aucun moment, je l'ai fait intervenir, j'ai considéré ça. Donc, quand mon champ magnétique est nul, finalement, les moments ont autant de chances, élémentaires ont autant de chances d'être soit vers le haut, soit vers le bas. Et le seul macro-état qui domine, mais de façon écrasante, tous les autres, celui-là, 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 hein, on avait du m égale 2 aussi, là c'est en réduit, c'est-à-dire que je divise par grand N. Donc le 1 ici correspondait à grand M égale 4 mu S pour le cas n égale 4. Entre ces extrêmes, moins 1 et 1, après normalisation, vous voyez, le seul macro-état qui se manifeste, c'est celui d'aimantation nulle. Et c'est un peu rassurant parce que, évidemment, dans la vraie vie, si vous n'imposez pas de champ magnétique, il y a autant d'atomes qui vont pointer vers le haut que d'atomes qui vont pointer vers le bas. Donc, l'aimantation totale, normalement, elle est nulle. Exactement, Lohan, c'est équiprobabilité des microétats. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce postulat pour un système isolé? Parce que proposer un autre postulat. Autrement dit, Boltzmann, il s'est dit de quoi je vais partir. Et donc, il s'est dit, je vais me limiter à un système isolé. Okay, donc, dans un système isolé, j'ajoute à l'équilibre, parce que la physique statistique hors équilibre, elle n'est pas au programme, et c'est plus complexe. Mais dans un système isolé et à l'équilibre, moi, je vais dire que tous les micro-états, et attention, hein, ce n'est pas une certitude hein, pour Boltzmann, c'est un guess. Tous les micro-états accessibles, là je rajoute un terme, sont équiprobables.
D'accord? Après, ils peuvent être dépendants, indépendants, etc. Ça, le postulat ne le dit pas. La seule chose qu'il suppose, qu'il pose en postulat, c'est qu'ils sont équiprobables. Alors, petite précision, bien sûr, il faut que le système soit isolé. On comprend pourquoi. Si le système n'est pas isolé, il y a un échange d'énergie et on va avoir tendance à favoriser certains et à défavoriser d'autres. Donc, on va perdre cette équiprobabilité. Dans le chapitre 2, on verra que chaque micro-état L a une probabilité PL qui est différente de... alors ici, un micro-état L a une probabilité PL qui est égale à 1 sur oméga total, c'est-à-dire la multiplicité totale. Ici, c'est correct. Ici, OK, car isolé, système isolé. Mais au chapitre 2, ça sera faux, car on travaillera sur des systèmes qui sont plus isolés. Donc ici, un micro-état bien particulier a une probabilité de 1 sur le nombre total de micro-états. Et la deuxième précision, c'est qu'ils sont accessibles, c'est-à-dire compatibles avec les lois de la physique, en particulier compatibles avec la loi de la conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'un micro-état qui a une énergie associée, parce que c'est un état du système, hein, donc l'énergie associée à un micro-état doit être égale à l'énergie du système isolé qui est constante. Vous ne pouvez pas réaliser un micro-état qui a une énergie différente de cette énergie imposée. C'est ça qu'on appelle accessible. C'est les micro-états. Il y en a plein, et ben on prend le grand nombre, mais quand même plus petit que le nombre vraiment maximal, de ceux qui sont compatibles avec l'énergie qu'on impose pour le système isolé. Et donc ça, c'est le postulat que fait Boltzmann, faute de mieux, en se disant, eh ben, je vais essayer, et puis je vais voir je vais voir où ça me mène, et si les prédictions que je vais faire à partir de ça sont correctes. Si elles ne sont pas correctes, c'est que je me suis planté, c'est pas grave, je changerai mon postulat. Il ne s'est pas planté et on n'a pas trouvé d'exemple jusqu'à présent qui remettait en cause ce postulat. Okay, donc des fois, les choses les plus simples sont les bonnes. Et vous voyez la différence entre ce postulat et l'énoncé du second principe. Là, on se dit, bah ouais, finalement, pourquoi est-ce que pour un système isolé, c'est-à-dire pour lequel la question de l'énergie n'est pas centrale, en fait, il y aurait des façons de mettre les flèches qui seraient favorisées par rapport à d'autres. Qui favoriserait ça et pour quelle raison? Aucune raison. D'où le postulat, vous voyez. Et on l'avait fait sans s'en rendre compte hein, tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier postulat, c'est ce qu'on appelle le postulat fondamental à reconnaître par cœur. Hein, d'accord. Il y a un deuxième postulat qui, pour moi, est plus... le deuxième postulat, c'est plus un outil pratique qui est arrivé bien après Boltzmann, qui a été introduit, donc un outil pratique pour, je dirais aussi, la cohérence du dénombrement et la façon correcte de faire des moyennes. Et ça a été introduit après coup par Gibbs, d'accord, qui vient bien après Boltzmann. L'idée, c'est, bon, avec ces probabilités qu'on connaît pour chaque micro-état petit l, si je veux calculer une caractéristique, par exemple, l'aimantation totale, je vais faire la somme sur tous les micro-états de mon système de l'aimantation totale correspondant à chaque micro-état fois la probabilité de mon micro-état. Donc c'est la somme pondérée des différentes valeurs d'aimantation, pondérée par quoi? Par les probas, micro-état par micro-état. C'est ce qu'on a fait hein, précédemment. Et comme chaque ici PL est constante, on a tout simplement fait la somme pondérée par la même grandeur oméga tot. D'accord? Quand je fais ça, il y a un truc qui vous choque peut-être pas, mais ce que je fais ici, comme je peux le faire pour n'importe quelle grandeur. Au passage, dans le cas précédent, si vous faites le calcul, bah, vous trouvez 0, hein, parce qu'il y a autant de cas positifs que négatifs qui s'annulent, et la dernière valeur écrasante qui reste, eh ben, c'est m égale 0, donc l'aimantation moyenne est nulle. Mais voilà comment on ferait le calcul. Et en physique statistique, ça, c'est la formule centrale. On va calculer la moyenne de n'importe quelle grandeur à chaque fois, hein, grâce à cette formule, qui est hyper simple, vous voyez, c'est la formule classique d'une moyenne à partir de la probabilité des différentes valeurs que peut prendre la grandeur qu'on cherche. Okay,
Mais en écrivant ça, il y a une petite subtilité, c'est pas essentiel, il faut quand même que vous la connaissiez. Ce deuxième postulat qui porte le nom barbare d'ergodicité, c'est juste pour la frime, il autorise en fait le remplacement de cette moyenne, ici je mets une barre qui est une moyenne d'ensemble. Donc remplacer la vraie moyenne physique, je vais dire la moyenne réelle, celle qui est faite dans la vraie vie, par cette moyenne d'ensemble. OK ? La moyenne d'ensemble, ici, on la calcule comment? On va considérer notre système, tous ces micro-états, et donc on va prendre notre système et puis on va faire le micro-état comme ça, le micro-état comme ça, le micro-état, on va faire toute la liste des micro-états et on va voir toutes les répliques de notre système, micro-état par micro-état. D'accord? Et on va faire une moyenne pondérée par la probabilité de chaque micro-état. D'accord? Donc ça, c'est une moyenne d'ensemble. Mais dans la vraie vie, ce que fait le système, c'est une moyenne temporelle. C'est pour ça que je la note entre crochets. C'est-à-dire que votre aimantation, votre macro-état, il dépend du temps. Je mets un petit t en indice ici. Et puis, vous faites une mesure pendant un temps grand T. Et en fait, ce que vous observez, vous, que ce soit une température, une aimantation moyenne, ce que vous voulez pendant le temps de votre mesure, c'est une moyenne temporelle. Okay, et donc, vous avez imaginé, encore une fois, vous verrez dans l'après-cours, je vous mets en garde, la physique statistique, c'est l'un des domaines de la physique où il faut le plus d'imagination. Donc, prenez l'habitude de fermer les yeux, d'imaginer des petits trucs qui bougent, des flèches, ce que vous voulez. Imaginez un système composé de plein de petits constituants. À un instant donné, ils sont dans une configuration donnée, par exemple nos flèches là. L'instant d'après, hop, ça change. L'instant d'après, hop, ça change. Et vous faites un passage en revue instant après instant des différentes valeurs adoptées et vous moyennez ça temporellement avec votre appareil de mesure ou dans la vraie vie quand vous regardez avec vos yeux, qui sont un appareil de mesure, l'objet macro. D'accord ? Ben nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas accès à, ou alors il faut faire une simulation, mais pour des calculs analytiques, comme on aime faire en physique, on a plutôt accès à une description de ces micro-états et on remplace la moyenne temporelle par une moyenne combinatoire, c'est-à-dire une moyenne d'ensemble. Okay, et ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble. Chaque réplique, chaque micro-état du système, c'est une sorte de... Alors, canon au sens propre du terme, ça veut dire une sorte de moule de représentation. D'accord ? Comme cet ensemble représente l'ensemble des micro-états, des états microscopiques de notre système pour un système isolé, on appelle cet ensemble micro-canonique. Canonique parce qu'il y a plusieurs répliques, plusieurs canons du même système, et micro parce que le système est isolé et la seule façon de distinguer en fait les micro-états entre eux, c'est par l'intermédiaire de la structure microscopique. Quand vous avez un système qui n'est pas isolé, son énergie peut prendre plusieurs valeurs, et du coup, vous n'avez plus que la structure microscopique pour différencier les micro-états, vous avez aussi les valeurs d'énergie associées. Il y a les micro-états qui ont une grande énergie, parmi ceux-là, il y a les variantes microscopiques. Vous avez les macro-états qui ont une petite valeur d'énergie, pareil avec le détail microscopique, etc., etc. Vous introduisez une variable supplémentaire pour distinguer les micro-états. Alors que là, pour un système isolé, tous ont la même énergie, et la seule façon de les différencier les uns par rapport aux autres, il n'y a pas de catégorie au-dessus, si vous voulez, c'est la structure microscopique. D'où ensemble micro-canonique. D'accord ? Un ensemble micro-canonique, c'est l'ensemble des répliques microscopiques, l'ensemble des micro-états d'un système isolé qu'on va pouvoir exploiter pour faire des calculs de moyenne. D'accord ? Alors, L, c'est un indice qu'on donne comme ça, qui est beaucoup utilisé en mécanique quantique. Imaginez que celui-là, on l'appelle l'état microscopique L égale 0, micro-état L égale 1, jusqu'à celui qui sera égal à, dans le cas de 4 flèches, c'est 2 puissance 4. D'accord ? Puisqu'il y a 2 puissance n micro-états en tout. Chacun a son petit nom, chacun est identifié précisément, chacun a sa valeur. Si je fais la somme pondérée par chaque probabilité de sa valeur, j'ai la valeur moyenne.
Alors évidemment, quand vous en avez un très grand nombre, en pratique, cette formule, on ne va pas l'utiliser exactement telle qu'elle, mais c'est le principe. C'est vraiment le principe. Alors, quelles sont les conséquences, les corollaires, si vous voulez, associés surtout au postulat fondamental? Le premier, l'essentiel, hein, c'est qu'on va en déduire une expression microscopique de l'entropie de notre système isolé. Donc, à chaque fois que je mettrai une petite étoile ici, ça veut dire que je travaille sur une expression de l'entropie microcanonique, autrement dit, d'un système, celui qu'on étudie actuellement, là, le morceau d'argent, qui est isolé. Considérez que c'est un synonyme, hein, d'accord? Et l'étoile, c'est pour se rappeler que, attention, ce n'est valable que pour un système isolé. Une erreur mortelle, ça serait de l'appliquer à un système qui n'est pas isolé, d'où l'étoile. Hein, l'étoile, c'est un warning. Le système est isolé et c'est qu'à cette condition que je vais pouvoir trouver l'expression de cette entropie. Et ça, c'est un raisonnement qu'a fait Boltzmann. Je vais vous le reproduire très rapidement. Il a en tête l'énoncé de Clausius qui dit delta S supérieur à 0, ds, dq sur t, gna 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 gna. Et surtout que l'entropie est additive. Donc, il veut retrouver cette additivité et cette extensivité. Alors, additif, ça veut dire que si vous avez deux systèmes isolés, un est isolé, sigma 1, sigma 2 sont isolés, chacun ont une entropie de système isolé S1, S2 étoile, et ben, l'entropie de l'ensemble des deux systèmes isolés, deux systèmes qui n'échangent rien, ça fait un système plus grand qui n'échange toujours rien, donc qui est toujours isolé. L'entropie du système réunion des deux, c'est la somme additif. Hein, ok. Donc non seulement il veut retrouver cette additivité, mais il veut aussi retrouver cette extensivité, c'est-à-dire que l'entropie d'un système isolé doit être proportionnelle à sa taille, donc à son nombre de constituants. D'accord? Alors avec ça en tête, on a vu que donc il part de ça. Voilà. Il part de ça d'abord. Puis après, il dit ouais, mais la richesse microscopique, c'est-à-dire le nombre de microétats, doit aussi intervenir. OK? Et donc il veut faire intervenir faire intervenir oméga, la multiplicité, c'est-à-dire le nombre total. Je vais mettre un tot ici si vous voulez. Bon, sans détail, je peux le zapper. Le nombre total de micro-états. D'accord? Et on a vu dans notre exemple simple que c'était 2 puissance n. Bon, ça, c'est lié à notre modèle, hein, le fait qu'il n'y ait que 2 directions de flèche possibles. Donc, c'est un résultat un peu particulier. Mais typiquement, n sera toujours en log de oméga. Donc, il dit, je veux que S soit proportionnel à n, et n est a priori souvent proportionnel au log de oméga. Je vais écrire que l'entropie, c'est à une constante près, que j'appelle constante de Boltzmann, parce que je m'appelle Boltzmann, hein, KB log de oméga. C'est juste un guess, il tente sa chance, et en fait, ça marche. Donc, il se trouve que l'entropie d'un système isolé, c'est à une constante près, hein, qui vaut 1,38 10 moins 23 joules par Kelvin. C'est une sorte, alors, entre guillemets, hein, de quantum d'entropie. C'est la mini quantité d'entropie, une quantité élémentaire d'entropie. À une constante près, c'est tout simplement le logarithme d'Hébérien du nombre total de micro-états qu'il y a dans mon système. Et bim, il a l'entropie de son système. Sauf que cette entropie, ce n'est pas l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire celle que vous avez à partir du second principe et qui est associée à tous les coefficients thermodynamiques, j'en passe et des meilleurs. Non, c'est l'entropie avec la bonne dimension au passage, parce que ça c'est 100 dimensions et ça c'est des joules par Kelvin, qui est compatible avec Clausius, avec la thermodynamique, qui permet de retrouver l'additivité. Le log permet de retrouver l'additivité parce que si votre sigma 1 a une multiplicité 1, oméga 1, si votre sigma 2 a une multiplicité oméga 2, la somme des deux systèmes a une multiplicité qui est le produit des deux multiplicités. Je prends un microétat là, j'ai oméga 2 choix. Donc si j'en ai oméga 1, en tout, j'ai oméga 1 fois oméga 2 microétats possibles pour ma réunion des deux. D'accord? Donc vous avez bien le produit. Et quand vous prenez le log de la multiplicité totale, vous retrouvez
que l'entropie est bien la somme des entropies, puisque le log d'un produit, c'est la somme des logs. Okay, donc on reconstitue, on retrouve l'additivité, l'extensivité de l'entropie de Clausius, mais maintenant, on est capable de la calculer from scratch, ab initio, ou plutôt à partir de notre seule connaissance de la structure microscopique du système. Et la connaissance de la structure microscopique du système, ça peut être aussi simple que ça. Un truc magnétique, c'est flèche vers le haut, flèche vers le bas, et puis ma flèche, elle peut prendre 2 orientations possibles et c'est tout. Donc vous voyez, à partir d'un modèle rudimentaire hyper simple, vous pouvez calculer sa richesse microscopique, donc sa multiplicité, et trouver son entropie. Cette fameuse entropie qu'on ne comprend pas bien en thermodynamique, nous, on la calcule à la main à partir de la réalité, enfin, d'un modèle de réalité. OK ? Et puis, associé à ça, hein, une autre conséquence, du coup, c'est que... donc, associé à ça, une autre conséquence, c'est que on comprend mieux l'irréversibilité maintenant, puisque quand vous avez un système isolé, d'accord ? Et puis que, mettons, spontanément, donc vous avez des molécules enfermées dans un gaz, aucun échange d'énergie possible, et puis spontanément, vous ouvrez une cloison qui permet à ce gaz d'occuper plus de volume. Ouais, par exemple, ça, là. Donc là, vous avez un système isolé avec un certain nombre de micro-états. Et vous, en le maintenant isolé, simplement, vous lui faites subir une détente. Pourquoi, finalement, de manière irrémédiable, ce gaz va occuper l'ensemble du volume et ne pas revenir en arrière? Tout simplement parce que dans la nouvelle configuration, là, vous avez plus de micro-états possibles. Donc, oméga augmente, l'entropie augmente. Donc, on comprend aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus parce que je mettrai pas mal de choses à ce sujet dans l'après-cours, mais on comprend aussi l'irréversibilité et de façon quantitative à partir de cette expression. Alors, juste, je vous avais bien expliqué ce qu'était l'ensemble microcanonique, hein, c'est l'ensemble des micro-états pour faire des moyennes sur les différentes répliques, donc micro-états d'un système qui est isolé, et micro parce que ces micro-états ne se distinguent que par leur petite différence à l'échelle microscopique, d'accord ? Et parce qu'ils ont tous la même énergie en commun. Dans le chapitre suivant, on verra qu'à partir du moment où on lève la contrainte énergie constante, alors attention, on ouvre un truc, là ça devient un peu plus délicat, parce qu'il va y avoir des micro-états qui ont une certaine valeur d'énergie, et puis d'autres avec une valeur plus faible, et puis d'autres encore plus faibles. Donc on va créer des catégories secondaires, des petites boîtes secondaires pour le rangement, selon les valeurs d'énergie. D'accord ? Et donc c'est plus micro-canonique, parce que maintenant, les micro-états pourront se distinguer non seulement de par leur structure, mais aussi de par leur valeur d'énergie qui peut varier d'un micro-état à l'autre. Et parce que un micro-état donné, parce que ces différents micro-états peuvent avoir des valeurs différentes d'énergie, ils ne seront plus équiprobables. Imaginez un micro-état qui a une énergie très 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 élevée, à mon avis, sa probabilité va être beaucoup plus faible qu'un micro-état qui a une énergie faible. D'accord ? Donc dans notre formule de base, là, calcul de n'importe quelle valeur moyenne à partir des probas, on ne pourra plus appliquer l'équiprobabilité du postulat fondamental réservé à un système isolé, et il faudra trouver l'expression de ces probas. Ça, c'est un petit boulot qui nous attend pour le prochain chapitre. Et puis, il y a une dernière catégorie d'ensemble. Donc ça, c'est le chapitre 2. Une dernière catégorie d'ensemble qu'on verra au chapitre 3, pour que vous compreniez le plan du cours que je mettrai sur l'après-cours, hein, qui parle de ces ensembles. Le grand canonique, c'est que non seulement il n'y aura plus d'isolation énergétique, mais il n'y aura plus non plus d'isolation matérielle. Votre système pourra et échanger de l'énergie et échanger de la matière. Ça fait une distinction supplémentaire. Ça fait une raison de plus pour les probabilités de chaque micro-état d'être différentes de celles d'un autre. OK ? Donc ces cas-là, on ne sait pas encore comment on va faire. Et on aimerait bien, parce que c'est les cas qu'on rencontre le plus en pratique.
Mais tout est en puissance dans notre expression de S étoile pour trouver que valent les probabilités et donc pour pouvoir calculer n'importe quelle moyenne dans n'importe quel cas ensuite. Okay, donc la force de ce postulat fondamental, c'est sa simplicité. Vous voyez l'énoncé, même écrit très mal, ça prend 2 lignes. Et sa conséquence sur une expression facile à obtenir, facile à utiliser de l'entropie. D'ailleurs, c'est cette expression de l'entropie que vous allez utiliser dans le TD1. Vous pouvez trouver la façon dont varie l'aimantation d'un solide magnétique en fonction du champ magnétique et de la température. Donc établir son équation d'état. OK ? Alors, le dernier point qui me reste à faire, puisque je viens de vous dire, vous allez d'abord dans le TD1, dénombrer ça. Ce n'est pas forcément le numéro des questions, mais c'est à peu près ça. En déduire ça, et je vous ai dit, vous allez en déduire l'équation d'état de votre solide magnétique, c'est-à-dire le lien qui existe entre l'aimantation totale, le champ magnétique imposé et la température. Bon, comment vous allez passer de ça à ça? Comment vous allez trouver cette équation d'état? Tout simplement parce que pour que la nouvelle physique statistique qu'on vient de démontrer soit en accord avec la thermodynamique, la thermodynamique nous dit que la dérivée de l'entropie par rapport à l'énergie interne, c'est la température, plutôt l'inverse de la température. Ben nous, on veut que notre physique statistique, elle soit cohérente, elle soit en accord avec la thermodynamique, puisque c'était la théorie en place avant, et que non seulement elle soit d'accord avec, mais elle la dépasse, hein, ce qui est le cas. Donc, à l'entropie microcanonique, et en particulier à sa dérivée par rapport à l'énergie, par exemple à nombre de constituants et à volume identique, par définition, la température microcanonique, alors qu'est-ce que j'entends par température microcanonique? La température qu'on est capable de calculer uniquement par dénombrement avec oméga, donc S étoile, et en dérivant S étoile par rapport à l'énergie du système, on en déduit la température, qui sera donnée en Kelvin comme une vraie température. C'est une vraie température. Sauf que c'est uniquement la physique statistique, directement, qui nous la donnera. Et donc la température microcanonique, elle s'obtient à partir de l'entropie microcanonique. Okay, alors, je vais vous donner un exemple. Hein. Donc, pardon. Pour terminer là-dessus, vous mettez le pied à l'étrier pour le TD, vous dénombrez, vous en déduisez l'entropie, et de l'entropie, vous déduisez la valeur de la température. Mais ça, comme l'entropie, c'est une fonction de plein de choses, du nombre de micro-états, de choses comme ça, là-dedans va intervenir B et va intervenir d'autres paramètres. Et donc, c'est cette définition de la température, pour que ça soit cohérent avec l'ancienne thermodynamique, qui va vous donner l'équation d'état. Autrement dit, ça, c'est l'équation d'état. Et en écrivant ça, en calculant proprement la dérivée, vous allez trouver la relation entre l'aimantation, le champ magnétique et la température. Alors, un truc simplement pour, disons, retrouver un petit peu ce qu'est l'entropie, etc. Imaginez que, je vous donne simplement cet exemple, et puis on le généralise à d'autres cas. Imaginez que vous ayez un système complètement isolé, là. Je reprends l'exemple précédent que je vous avais montré, séparé par une cloison. Et puis, j'ai une partie 1, une partie 2. D'accord ? Et j'ai, par exemple, à l'instant initial, T1 inférieur à T2. Et comme le système est isolé, la somme des énergies est une constante. D'accord ? Alors, je vais écrire qu'à l'équilibre, mon entropie du système complet, elle est nulle. Elle a atteint son maximum. Et elle est aussi égale à l'entropie microcanonique de chaque composante. Ici, je me permets de mettre une étoile, de dire que 1 et 2 sont isolés, parce qu'à l'équilibre, plus rien ne bouge, il n'y a plus d'échange de 1 vers 2, ni de 2 vers 1. Donc, si l'ensemble est isolé et que tout est à l'équilibre, les sous-parties sont également à l'équilibre. D'accord ? Donc, ça me permet d'écrire que cette dérivée par rapport à son énergie, alors à n, v constant, fois une éventuelle variation de l'énergie E1, plus la dérivée de l'entropie du côté 2, avec les mêmes variables constantes, multipliée par une éventuelle variation de E2, parce que là, on n'est pas à l'équilibre. On sait qu'à l'équilibre, il va y avoir égalité des températures. Je voudrais juste qu'on le revérifie ensemble, ça.
en écrivant que ça c'est égal à 0 et que d de E1 plus d de E2 c'est égal à 0 puisque E est constante, on trouve tout simplement qu'à l'équilibre, eh ben, il faut tout simplement, là, je remplace ça par moins DE2 et j'ai tout simplement l'égalité de ces dérivés-là. Autrement dit, l'égalité des températures microcanoniques. D'accord? Donc, vous voyez, on retrouve en fait assez facilement le lien qu'il y a entre température et entropie, puisque l'entropie maximale à l'équilibre m'impose cette relation et la définition de la température, pour être en accord avec la thermodynamique, me dit que ça, c'est l'inverse de T1, l'inverse de T2. Autrement dit, à l'équilibre, les températures sont les mêmes. La température, c'est le potentiel thermique qui s'égale entre deux sous-parties différentes à l'équilibre. Au passage, ça permet aussi de retrouver le sens de la variation, parce que ds pour le système complet, c'est donc à partir de ça, d'accord, à partir de cette expression ici, je retrouve aussi que c'est la dérivée de S1 par rapport à E1. Ça ressemble furieusement à de la thermodynamique, mais la seule vraie différence, c'est qu'on utiliserait l'expression de l'entropie que nous donne la physique statistique. Mais vous voyez qu'on raisonne de la même façon qu'en thermodynamique. Je sais que mon entropie doit augmenter pendant ce transitoire, en fait, que ça, c'est la valeur initiale. D'accord? Et donc, comme ça, c'est positif, tout ça, c'est positif, parce que c'est le second principe qui me le dit, et je vérifie que l'entropie microcanonique me reconstitue ce second principe aussi, hein, qu'il en découle, et que d'après mes hypothèses initiales, ça c'est positif, je dois avoir une augmentation de E1, c'est-à-dire que T1 va progressivement augmenter avec E1 jusqu'à s'équilibrer avec T2. D'accord? Donc tout ce qui était valable en thermodynamique sur l'égalité des températures lorsqu'il y a échange thermique, l'égalité des pressions. Imaginez que cette paroi ici, vous voyez cette paroi-là, elle soit mobile. Une fois que l'équilibre thermique est atteint, elle était bloquée et hop, vous débloquez le truc. Elle commence à se balader un peu comme ça, elle va s'équilibrer jusqu'à quoi? Jusqu'à équilibre mécanique, égalité des potentiels mécaniques, égalité des pressions. D'accord? Et puis, si plutôt que d'ajouter un équilibre mécanique à l'équilibre thermique, vous ajoutez un équilibre chimique, c'est-à-dire que vous laissez les températures s'équilibrer, puis après vous rendez la paroi poreuse avec des molécules qui vont pouvoir passer d'un côté ou de l'autre. Un équilibre chimique, vous allez écrire égalité des potentiels chimiques. D'accord? Alors, que valent ces différents potentiels? Juste pour rappel, pour trouver la valeur de, je vais vous mettre là, la valeur de la pression, vous écrivez tout simplement que donc, de la même façon, je veux dire de même, hein, en allant un peu plus vite parce que c'est le même principe, vous allez écrire que la dérivée de la partie 1 par rapport au volume plus la dérivée de la partie 2 par rapport au volume, et s'écrit comme ça, est égale à 0 à l'équilibre. Et pour trouver l'expression de ça en fonction de la pression, vous ramenez toujours à cette relation-là. Et puis si elle ne convient pas, vous changez de fonction thermodynamique. Ici, cette fonction d'état énergie interne, elle suffit puisque ça me permet d'établir, regardez, ds divisé par dv, hop, ici, égale P sur T. Donc une fois que l'équilibre des températures est atteint, l'équilibre mécanique suppose l'équilibre des pressions. Alors ça paraît tout bête, je vais vous faire le cas chimique et ça sera bon. Ça paraît tout bête, attention, sur l'après-cours, je vais mettre que, méfiez-vous, c'est bien la pression qu'il faut considérer. Et des fois, c'est une petite expérience que vous avez peut-être déjà vue, vous avez un petit ballon pas trop gonflé, puis un gros ballon bien gonflé, puis on vous demande dans quel sens ça va évoluer. Ça va évoluer dans le sens d'équilibrage des pressions. Mais on se fait toujours avoir parce qu'on focalise sur les volumes. Donc CF, l'après-cours, il y a un petit truc marrant à voir, à comprendre. C'est bien les pressions qui commandent.
Et dans ce cas-là, en fait, c'est le gros qui va se vider dans le petit. Pardon, c'est l'inverse. C'est le petit qui va un petit peu remplir le gros parce que c'est ici que la pression est la plus élevée. Vous vérifierez ça en vidéo. Pour le dernier potentiel, puisqu'il s'agit aussi de faire des rappels de thermo, hein, même dans ce chapitre 1, vous écrivez la même chose, mais en dérivant ds1 et ds2 par rapport au nombre de constituants. D'accord? Donc, la même expression ici, mais par rapport au nombre de constituants. Et en vous rappelant que ici, puisque vous êtes avec un problème d'échange de matière, il y a toujours TdS parce qu'il y a toujours un échange de chaleur. Par contre, vous avez non plus moins P, la force intensive, et dV, la grandeur extensive, dont le produit des deux donne une contribution d'énergie. La contribution d'énergie, dans ce cas-là, elle est apportée par dn, qui est une variable extensive, le changement de nombre de constituants, et mu, qui est le potentiel chimique. Alors, ce potentiel chimique qu'on reverra, il paraît toujours un peu bizarre. C'est rien d'autre que l'équivalent matériel de la pression, qui est un potentiel mécanique, et de la température, TdS, d'accord? La température, qui est un potentiel thermique. Donc, vous avez toujours un potentiel en facteur d'une variation infinitésimale de grandeur extensive, dV, ds. Pour le potentiel chimique, qui régit en fait l'apport énergétique lié à un certain nombre en plus ou en moins de constituants, c'est mu dn. D'accord? Potentiel thermique, potentiel mécanique, potentiel chimique, c'est-à-dire ce potentiel fois dn, ça donne le terme dans l'énergie interne. Et donc, ça donne aussi que cette dérivée qui apparaît là, ds sur dn, je ne mets pas forcément l'indice, regardez, ds sur dn, c'est... enfin, excusez-moi, je vais plutôt l'écrire comme ça. Par définition, ce potentiel chimique, c'est moins t, la dérivée de s par rapport à n. Donc, si vous devez avoir l'égalité de ces deux dérivées, une fois l'équilibre thermique déjà réalisé, ça veut dire qu'à l'équilibre chimique, pour chaque espèce, vous avez égalité du potentiel chimique dans le compartiment 1 avec le potentiel chimique de chaque espèce dans le compartiment 2. Bon, trois façons différentes d'écrire la même chose, c'est qu'on retrouve, avec cette entropie microcanonique, qu'elle est nulle à l'équilibre, qu'elle permet aussi d'établir le sens de variation, et que finalement, la seule vraie relation essentielle pour venir à bout du premier TD, mais de tous les problèmes, en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça, tous les problèmes relatifs à un système isolé, écrivez ça noir sur blanc, j'ai plus de place, se résolvent à partir de ça. Et le principe, c'est on vous décrit le système isolé en utilisant des mots savants, tout ça. Vous restez, vous restez bien calme. Vous dites, je vais vous faire un modèle hyper simple. Donc, bien prendre conscience que c'est ridiculement simple, ces histoires de petites flèches en l'air, petites flèches en bas, et puis c'est tout. Mais c'est le cas. De dénombrer. D'accord? Alors, dénombrer le nombre de micro-états total, ouais. Mais le nombre de micro-états total associé, par exemple, à, et ça c'est plus utile, une valeur donnée de l'aimantation totale. Une valeur donnée de l'aimantation totale, c'est associé à une valeur donnée du nombre d'atomes qui ont la petite flèche en l'air, qu'on a appelé petit p ou n+. D'accord? Et donc, à chaque valeur d'aimantation globale, à chaque macro-état, est aussi associé un nombre d'atomes avec la flèche en l'air. Et donc, on peut calculer pour chacun de ces macro-états, indicer soit grand M, soit N+, mais c'est bijectif, c'est équivalent. Si vous imposez N+, vous imposez l'aimantation. D'accord? On peut calculer l'entropie associée à chaque macro-état. Donc, vous calculez l'entropie microcanonique d'un macro-état quelconque, d'aimantation M quelconque associée à un nombre quelconque d'atomes, un nombre N+ quelconque d'atomes avec le moment magnétique vers le haut. On prend N+, on pourrait prendre N-, peu importe, hein, puisque la somme de N+, N- est constante et fait grand N. Et une fois que vous avez cette expression magique de l'entropie microcanonique, fonction du bon paramètre macroscopique, M, N+, d'accord, vous en déduisez la relation d'état qui va donc faire intervenir aussi l'aimantation. Et où N+, c'est pareil. Donc vous allez avoir, pour cette valeur quelconque de M,
ou de n+, une relation entre la température, le champ magnétique, l'aimantation globale, et vous allez pouvoir dire, en fonction de B ou de T ou d'une composante des deux, comment varie votre aimantation. Bon, instinctivement, j'ai représenté comme ça parce que je me dis, quand le champ magnétique est plus, l'aimantation, elle doit être plus. Mais vous allez trouver l'expression analytique de cette équation d'état. Et de quoi on est parti? On est parti de ça, et on est parti, en fait, si je reviens un tout petit peu en arrière, du simple postulat fondamental. OK? Donc, je terminerai simplement là-dessus. C'est génial, vous allez voir, c'est génial.